Bonjour, bienvenue. Nous vous attendons pour le début d'une petite séquence à Rennes de l'innovation sur l'Europe au cœur des territoires ruraux pour tous les maires qui vivent dans la ruralité, petite ou moyenne commune. Rejoignez-nous. Vous aurez des témoignages d'élus locaux et aussi l'intervention des représentants de la Commission européenne qui vous expliqueront les programmes, les politiques de l'UE et comment on soutient justement le développement dans les zones rurales, qu'on parle de transition écologique ou numérique, de la désertification, de l'engagement de la jeunesse, de l'accès aux services publics, ou des sujets qui vraisemblablement vous occupent au quotidien. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. Nous sommes ensemble pour 30 minutes, de 9h30 à 10h. Sinon, on va faire un débat entre eux. Un, deux, un, deux, ouais. On va attendre. J'espère. 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 Venez. Bon, nous allons commencer alors à Rennes de l'innovation, 9h30. N'hésitez pas à nous rejoindre. Venez, on vous servira un petit café aussi si vous souhaitez. Et on prolongera notre discussion ensemble. Donc, nous allons commencer ce premier échange. Si vous n'êtes pas avec nous, peut-être profitez-vous de l'audition et de notre voix et de nos contenus. Donc, comme je le disais, 30 minutes ensemble, l'Europe au cœur des territoires ruraux. Donc, je suis ici, à Rennes de l'Innovation, avec Louise Boger, qui est gestionnaire de programme à la Direction générale de l'agriculture et du développement rural pour la Commission européenne, qui va donc nous parler des programmes et de la politique de la Commission concernant la ruralité. Aussi avec Élise Lebreuilly, qui est coordinatrice des projets européens à la ville de Pleux-l'Hermitage. On dit Pleux ? Pleux-l'Hermitage, dans les Côtes-d'Armor, commune de 4000 habitants, et qui est aussi secrétaire général de Leader France, un programme dédié justement au développement des zones rurales. Et puis avec Quentin Le Gouy aussi, élu local à Ouchamps, petite commune de 728 habitants, qui est commune déléguée de Controy en Sologne, dans le Loir-et-Cher. Et vous nous donnerez justement le témoignage d'une collectivité et comment vous portez justement les projets aussi appuyés sur les programmes européens dans votre territoire. Donc commençons avec vous, Louise. La Commission européenne, alors, la ruralité, c'est, si je ne me trompe pas, les territoires, c'est 80% du territoire des 27 États membres sont des territoires dits ruraux pour à peu près 30% de la population. Alors pourquoi est-ce que la ruralité, c'est un enjeu pour l'Union européenne et pour la Commission ? Oui, du coup, justement, exactement 80% des territoires européens sont des zones rurales, 30% de la population. Et déjà ça, pour moi, c'est particulièrement parlant parce que ça signifie l'importance que ces zones rurales ont en Europe. Et rien que ça, la Commission européenne ne peut pas ignorer l'importance. Mais aussi, je pense que la ruralité, c'est une diversité d'activités économiques. On retrouve des industries, l'agriculture, le tourisme, mais aussi nos paysages, notre biodiversité, notre environnement, notre patrimoine, notre culture. Et tous ces éléments font en sorte que la Commission européenne priorise ces zones et prévoit des mesures de soutien des politiques publiques qui sont essentielles. Après, il ne faut pas ignorer non plus les défis auxquels ces zones sont confrontées, tout en reconnaissant bien sûr aussi les nombreuses opportunités qui existent. Donc je vais prendre l'opportunité pour aussi vous parler de la vision long terme des zones rurales. Donc en fait, cette vision est justement basée autour des défis et opportunités que la ruralité offre. Cette idée, c'est c'est une vision d'ici à 2040 pour rendre les zones rurales plus fortes, connectées, prospères et résilientes. Et comment on fait ça ? Il y a 30 actions qui ont été listées dans cette stratégie. Et ces actions sont maintenant en œuvre ou même certaines complétées. Et pour vous donner des petits exemples,
Il y a le pacte rural. Donc le pacte rural, c'est une communauté d'acteurs ruraux qui sont là pour coopérer ensemble. On retrouve des autorités locales, la société civile, des citoyens. Et vraiment, l'idée, c'est de créer, de communiquer, de partager des connaissances, échanger, mais aussi d'encourager des lancements d'initiatives. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 2600 membres. Et d'ailleurs, je vous encourage à rejoindre en tant qu'élu, par exemple, cette communauté. Ok, vous nous donnerez toutes les adresses nécessaires pour pouvoir justement rejoindre la communauté. On rentrera tout à l'heure un peu plus dans le détail, peut-être dans les programmes et les soutiens de l'UE aux territoires ruraux. Avec vous, Quentin, justement, élu local. Donc dites-nous un peu dans votre commune et dans votre territoire les défis auxquels vous êtes confrontés. Et puis on parlera aussi des projets et des exemples. Alors, quand on est une petite commune rurale, voilà, comment est-ce qu'on fait vivre justement son territoire ? Bonjour à tous. Alors déjà, merci à la Commission européenne en France pour l'initiative. Merci à toute l'Europe. Effectivement, je crois qu'on a besoin plus que jamais, au regard des défis internationaux et dans nos territoires, de davantage d'Europe, d'une Europe qui soit mieux comprise, une Europe des solutions, une Europe des territoires et une Europe de la jeunesse. Donc je pense qu'on a un point tournant de la construction européenne. Et là, je pense que collectivement, faut mettre le paquet tous ensemble. L'Europe, c'est pas juste des gens à Bruxelles, à Luxembourg. Les Européens, c'est nous, tous ensemble, les acteurs des territoires. Je pense qu'il y a, donc effectivement, dans les ruralités, il y a différentes problématiques. Les accès aux services, la question du lien social dans nos petites bourgades, on a besoin que les gens se rencontrent, le vivre ensemble, c'est extrêmement important. Et je pense que l'Europe peut intervenir à ces moments-là avec notamment le programme Leader au niveau de la question de la jeunesse, de l'intergénérationnel, question d'écoute. Les gens ont besoin davantage d'écoute. Et l'Europe, finalement, c'est une question de dignité. On le voit avec les agriculteurs aujourd'hui, il y a besoin d'écoute, de compréhension. Et je pense que l'Europe peut intervenir là. Alors, pour donner des exemples concrets, peut-être on verra pour les exemples concrets, mais effectivement, pour vous, Quentin, il y a une problématique jeunesse, effectivement, que vous portez par votre voix. C'est votre domaine un peu d'expertise, si je puis dire. Vous défendez la jeunesse et la ruralité. Comment est-ce que, justement, on fait en sorte que la jeunesse puisse aussi vivre et s'épanouir dans des territoires où, parfois, les infrastructures sont un peu éloignées. Voyons aussi, justement, avec Élise Lebreuilly, qui est donc coordinatrice des fonds européens dans la mairie de Pleuc-L'Hermitage. Oui. Comment est-ce que justement on met en place, vous êtes coordinatrice de fonds européens dans une petite commune, 4000 habitants. 4500 pour être exact. Comment est-ce que justement on met en place des programmes européens, comment est-ce qu'on les fait vivre et comment est-ce qu'on répond aux problématiques du territoire ? Alors comment on les fait vivre ? Je vais rejoindre ce qu'a dit Quentin tout de suite. L'Europe, elle ne se fait pas que par le haut, elle se fait aussi par le bas. Et c'est vraiment c'est quelque chose qu'on veut porter à Leader France et un message qu'on veut transmettre de la mairie de Pleuc-L'Hermitage à d'autres communes rurales. C'est les enveloppes des fonds européens, si on ne les utilise pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça repart à Bruxelles. Ça repart à Bruxelles et ce n'est pas le but. Moi, je vous conseille vraiment de vous en saisir parce que ça vous permettra de nourrir vos stratégies de développement. Et c'est souvent, ça démarre par une volonté politique. Nous, à Pleuc-L'Hermitage, nous avons la chance d'avoir un maire très investi dans l'Europe et qui a fait le pari tout d'abord, ça a commencé par un stagiaire qui a fait des recherches sur comment il y avait une volonté d'un projet et on a monté un projet européen qui a en fait lancé une dynamique. On commence par un petit projet, pas grand-chose. C'était un projet Europe pour les citoyens à l'époque. Un petit projet, ça veut dire quoi Alors, un petit projet, à la base, c'était un projet Europe pour les citoyens avec une délégation polonaise qui est venue à Pleuc-L'Hermitage pour échanger sur les fêtes culturelles. Donc nous, c'était la fête de la pomme de terre. Et pour eux, c'était une fête folklorique, des danses folkloriques. Ça commence comme ça. C'était pas grand-chose. C'était, je crois, 6 000 € de financement. Sauf qu'en fait, on commence comme ça. Et après, on se dit, on va tenter un Erasmus+. On va déposer un Europe créative.
Et en fait, on y prend goût. On y prend goût parce qu'on découvre aussi. Les projets de coopération, ça a aussi ça. On découvre d'autres territoires, on découvre d'autres projets. À la mairie de Pleuc, on a mis en place un service qui s'appelle Senior Plus, un service qui permet aux seniors de faire des activités. C'est une inspiration qu'on a trouvée dans un projet polonais. D'accord. Et en fait, après, ça s'auto-nourrit. Et actuellement, la mairie de Pleuc est partenaire d'un projet Interreg, donc un projet un peu plus technique, on va dire. Et c'est le seul des Côtes d'Armor actuellement. Projet Interreg, ça veut dire que vous mêlez plusieurs régions et d'autres pays européens, on est d'accord? C'est ça, coopération interrégionale. Et nous, on est sur le thème gouvernance publique. Okay. On peut dire aujourd'hui combien de volume vous gérez en termes de fonds européens ou pas? Ça s'exprime en volume ou pas? C'est un peu compliqué de parler en volume puisqu'en fait, je suis sur plusieurs budgets. Là, je suis désolée, je vais devoir botter en touche. Je reviendrai avec vous tout à l'heure, Louise, mais je vais revenir vers Quentin, justement. Tout ça, ça doit vous parler, effectivement. Alors, quelles initiatives sur votre territoire, justement, pour répondre aux problématiques et aux défis de votre commune? Donc, j'évoquais tout à l'heure l'Europe du concret. Donc voilà, Élise a donné des exemples concrets. Et c'est ça dont les citoyens ont besoin. C'est vraiment de cette Europe des solutions. Donc moi, je vais prendre deux exemples. Dans ma commune, le Contron en Sologne, en Loire-et-Cher, le beau département de Loire-et-Cher, un des lycées agricoles propose à tous les élèves le programme Erasmus. Donc voilà, on dit souvent Erasmus c'est un peu élitiste et ça pour les étudiants et licence master. Et à tous les étudiants, tous les lycéens du lycée agricole, on va proposer le programme Erasmus et ça marche bien. Ils sont partis en Belgique, on va aussi leur proposer en République tchèque, à Malte, l'Irlande. Donc ça c'est l'Europe de l'éducation et l'Europe des échanges et ça marche bien. Peut-être un deuxième exemple. Allez-y, Quentin. Parlez bien dans le micro, bien fort. Mais Erasmus, effectivement, c'est pas uniquement pour les universités, hein, comme vous le dites. C'est les apprentis, c'est aussi toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est aussi les fonctionnaires dans les communes. On pourrait faire un Erasmus pour justement aller voir et partage de compétences et d'idées avec d'autres communes. Un autre exemple, c'est l'Europe du tourisme, par exemple. L'Union européenne a financé via le FEDER et le FEADER 4 millions d'euros la véloroute en vallée du Cher. Donc là, clairement, c'est un exemple concret que l'Europe soutient ses territoires, sa ruralité et qui permet vraiment cette mobilité douce, l'attractivité du territoire. Donc vraiment, là, on peut le dire et le redire, l'Europe soutient les territoires et les territoires très, très ruraux. Bon. Louise Boger, justement, alors l'Europe soutient les territoires, je pense que vous devez être heureuse d'entendre ce genre de réflexion, ou alors, comme le dit Élise, on y prend goût. Donc dites-nous plus concrètement justement les mesures que la Commission européenne prend et met au service des collectivités pour animer les territoires. Oui, du coup, très contente d'entendre ces différents témoignages. Et je pense que plusieurs politiques publiques ont déjà été un peu mentionnées. Mais je vais les rappeler pour vous donner un peu une échelle plus, on va dire, européenne de ces différentes politiques qui existent pour venir en aide à la ruralité. Donc on retrouve effectivement le FEDER qui fait partie de la politique de cohésion. Donc là, c'est vraiment une politique qui a pour objectif la croissance économique, la création de l'emploi, la compétitivité des entreprises. Et donc l'idée, c'est vraiment de soutenir des investissements à plutôt grande échelle. Donc on va trouver par exemple le développement de transports publics au niveau régional, mais aussi ça peut être l'installation d'Internet à très haut débit dans une région. Après, il y a la politique agricole commune, donc celle que je connais le mieux, où un tiers du budget de la PAC est dédié au développement rural. Et concrètement, quel type de mesures ça inclut? Déjà, ça inclut Leader, qui a déjà été mentionné. Mais aussi, ça inclut des mesures d'investissement pour développer des services de base, pour l'infrastructure. Donc, ça va être des projets à un peu plus petite échelle que la politique de cohésion. Mais ça peut être, par exemple, l'ouverture d'une maison médicale en zone rurale.
Ça peut être l'ouverture d'une boulangerie ou une exploitation laitière qui souhaite se diversifier et va ouvrir aussi un magasin pour vendre ses produits. Donc voilà quelques exemples du FEADER qui peut financer des projets. Et ensuite, je vais juste rapidement revenir vers la vision long terme pour vous donner quelques autres exemples de ce qui a été fait grâce à cette vision qui peut être utile pour tous, je pense. C'est l'Observatoire pour les zones rurales. Donc là, c'est vraiment des données, des statistiques qui sont accessibles à tous pour plus d'informations sur les zones rurales. Et ensuite, il y a ce mécanisme qui a été mis en place, je pense, qui est important pour les politiques européennes. C'est ce qu'on appelle le rural proofing. Donc en fait, c'est le test rural. Donc c'est vraiment s'assurer que la ruralité est prise en compte à tout moment lorsque les politiques publiques sont développées, réformées, les projets législatifs. Donc vraiment se dire qu'on prend toujours en compte la ruralité dans le développement de ces politiques. Très bien. Le soutien au développement de la ruralité, c'est évidemment des projets, des financements dans des sujets très 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 transversaux, hein, comme vous venez de l'expliquer, comme on l'a vu aussi par les témoignages, le numérique, la formation, l'intégration, tout ce qui concerne le social, l'économie, le tourisme. Élise, alors vous êtes aussi secrétaire générale du programme LEADER. Donc le programme LEADER, c'est vraiment le programme dédié au développement rural. Alors expliquez-nous, bon, évidemment Louise, vous êtes aussi bien placée pour en parler, ce qu'est le programme LEADER et comment justement vous le mettez en place et comment on le met en place avec les communes, à travers les GAL, ce que vous allez nous expliquer, oui. et surtout pour expliquer aux personnes qui sont là que c'est vraiment pas compliqué. Alors, je vais juste me permettre de vous corriger. Je suis secrétaire générale de la Fédération nationale des GAL, donc les groupes d'action locales. Alors, pourquoi LEADER, c'est génial? Parce que, en fait, si vous voulez... LEADER, c'est génial. Alors, si vous êtes là, vous nous écoutez, peut-être vous êtes intéressé par les sujets, donc n'hésitez pas. On est aussi, les intervenants sont à disposition pour poser des questions ou faire avancer les réflexions. Peut-être vous avez aussi, vous, des témoignages ou des initiatives que vous avez portées dans vos communes. Alors surtout, n'hésitez pas. Pardon, Élise. Pas de souci. On vous invite à nous rejoindre à la place de l'Europe, juste après. Alors, LEADER, c'est génial parce que là, on va vraiment être au cœur des territoires ruraux. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est au Salon des maires, donc on s'adresse principalement aux élus, mais je soutiens Mordicus que LEADER ce n'est pas que pour les élus. Tous les acteurs locaux des territoires ruraux y ont accès. La force d'un groupe d'action locale, c'est que c'est un partenariat public-privé. Donc il y a à la fois des élus, il y a à la fois des représentants de la sphère économique du territoire, il peut aussi y avoir des représentants de la société civile. Et toutes ces personnes se sont réunies dans un groupe d'action locale qui va décider de gérer une enveloppe de fonds européens, l'enveloppe de fonds LEADER. Comment est-ce qu'ils vont décider de dépenser cette enveloppe? Ils vont établir une stratégie locale de développement. Ils vont analyser leur territoire, identifier les principaux enjeux, les principaux challenges à relever sur une période donnée. Donc là, on est sur la programmation 2023-2027. Et au regard de cette stratégie locale de développement, ils vont financer des projets de territoire qui répondent à cette stratégie, qui répondent à ces enjeux. Donc là, on est vraiment sur un fonds dont la gestion est complètement déléguée au territoire. Parce que là, on est vraiment sur l'identification au local des problèmes locaux et le financement de leurs solutions au local. Là, on est vraiment dans... les élus, en fait, et puis aussi les associations ou le secteur privé sont vraiment acteurs des projets au plus près du territoire. Complètement. On le disait tout à l'heure et vous le disiez, Louise, c'est Quentin aussi. Évidemment, l'Europe, c'est Bruxelles. On a l'impression d'une dimension un peu très macro, mais là, c'est vraiment l'expression de l'Europe dans les territoires, et non seulement de l'Europe dans les territoires, mais ce n'est pas Bruxelles qui vous indique ce que vous devez faire. Ce sont les élus locaux, les acteurs locaux qui vont s'approprier le projet et pouvoir justement le développer. Peut-être, Quentin, vous avez aussi une réflexion sur ce sujet-là et encore des initiatives et des exemples à nous donner. Peut-être préciser, si je peux me le permettre, LEADER, effectivement, c'est le développement local par les acteurs locaux. Donc c'est une démarche ascendante. Effectivement, ça ne vient pas du haut, mais ça vient du bas. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les habitants dans les associations peuvent avoir des idées qui peuvent être soutenues par le programme LEADER. Voilà.
Il faut se regrouper, hein, c'est ça, dans un groupe d'action locale, et il faut se regrouper et puis défendre monter un projet à plusieurs. Alors du coup, le GAL est constitué en début de programmation, mais après, n'importe qui a un projet qui peut être financé dans le cadre de la stratégie locale de développement est fortement conseillé de consulter son GAL pour pouvoir accéder au fonds leader. Vas-y, Quentin. Peut-être pour revenir, typiquement, le programme Leader, dans mon territoire, dans ma commune même, a soutenu la culture lors de la dernière programmation, des représentations théâtrales. Et donc ça, clairement, c'est l'Europe de la culture. Donc l'Europe, via le programme Leader, soutient la culture dans les territoires. Donc ça, c'est très intéressant. Quelque chose, sans doute, peut-être à appuyer, à développer, c'est des groupes d'action locale de la jeunesse, pour que les jeunes puissent se sentir concernés par le projet européen, par la citoyenneté européenne. Je sais que ces programmes ces initiatives sont développées dans les pays nordiques. À nous de renforcer cette implication des jeunes dans les groupes d'action locale. Très bien. Et dans la ruralité, vous parlez de la jeunesse et vous portez souvent la voix de la jeunesse, vous, Quentin, sur les questions européennes. Dites-nous pourquoi, dans la ruralité, la jeunesse, c'est aussi l'élément un petit peu central. Mais comment est-ce qu'on fait vivre et comment est-ce qu'on retient les jeunes? Par l'emploi, sans doute, par des activités. Et là, l'Europe peut apporter des réponses. Oui, vous avez tout dit. Justement, le programme Leader permet de créer des emplois pour les jeunes qui évitent de partir. Ils font des études, mais ça peut les faire rester sur le territoire, et c'est ça dont on a besoin. D'accord. Louise, concernant la ruralité et les services aussi aux collectivités, pour expliquer combien c'est simple aussi pour les élus, la Commission européenne a lancé en février 2024 la fameuse boîte à outils pour la ruralité. Expliquez-nous un petit peu quel est ce projet qui est actif aujourd'hui et qui permet à tout un chacun, élu local, conseiller municipal, de pouvoir justement voir quel programme peut me permettre justement d'obtenir des fonds. Exactement, du coup, lancé en début d'année. Cette boîte à outils, c'est vraiment un guide interactif pour tout potentiel bénéficiaire qui voudrait se renseigner sur quel type de financements européens sont disponibles pour un projet qui contribue à la ruralité. Donc en fait, c'est vraiment simple. Il y a cet outil de recherche qui est par critères. Donc par exemple, quel type de potentiel bénéficiaire? Ça peut être un citoyen, une association, une autorité locale. Ensuite, quel type de projet et pour quel secteur? La culture, l'énergie, l'éducation, par exemple. Et enfin, quel type d'aide de financement européen on souhaiterait? Donc ça peut être subventions, des prêts, des garanties, mais aussi des services de conseil, de formation. Et donc on sélectionne ce qui correspond au projet pour lequel on souhaite avoir de l'aide. Et après, différents fonds vont être proposés. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que 26 fonds européens sont recensés dans cette plateforme. Donc vraiment, ça montre la diversité des financements européens disponibles pour des projets dans les zones rurales. Et vraiment orienter, faciliter, se rendre compte qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça de recevoir des financements européens. C'est de donner cette accessibilité. Mais dans cette boîte à outils, il y a aussi des cas d'études, des exemples concrets qui peuvent être utilisés en termes pour de l'inspiration, mais pour aussi se rendre compte un peu plus concrètement comment ce projet en Roumanie, par exemple, j'avais vu, il y a une fabrique à jouets en bois qui s'est développée grâce à des financements européens. Comment ils y sont arrivés, avec quels fonds, et vraiment avoir du concret pour se dire tiens, moi aussi je peux y arriver. Et enfin, il y a aussi dans la partie ressources de la documentation, des manuels pour s'aider à s'orienter dépendant des fonds qu'on souhaiterait, des projets qu'on souhaiterait développer. Donc je vous invite tous à consulter la boîte à outils pour la ruralité qui, j'espère, vous sera utile. Si on est élu local, donc la boîte à outils pour la ruralité peut être une première porte, une première étape. Mais si vraiment on s'y perd un peu dans tous les acronymes et tous les noms des fonds européens, la deuxième étape, c'est quoi? On a du conseil aussi et de l'accompagnement. Je ne sais pas si, Élise, vous pouvez... Alors moi, je conseille fortement à tous les élus et tous les acteurs qui ont une question
de consulter les centres Europe Direct. On va en profiter, ils sont également sur la place de l'Europe aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont formés, qui ont en tête l'écosystème et qui peuvent nous aider. À la mairie de Pleuc, ils ont été d'un grand secours sur plusieurs projets parce qu'ils ont les contacts, ils ont la ressource. Un truc bête, nous on a souhaité avoir un volontaire européen, donc au corps européen de solidarité. Il a été difficile pour nous d'avoir les contacts et de comprendre l'ensemble du système. Nous avons consulté le centre Europe Armor, donc labellisé Europe Direct, que je remercie à nouveau. Et donc, ça peut aussi être, pour les élus, disons néophytes, ça peut être un premier pas d'avoir quelqu'un en face qui peut nous répondre à nos questions. Oui, les centres Europe Direct sont disséminés sur tout le territoire français, sont soutenus par la Commission européenne et sont là pour donner justement des informations. C'est une première porte ouverte sur les sujets européens, qu'on parle de citoyenneté, mais aussi, si on veut, des renseignements sur les fonds européens. Parlons aussi un peu financement quand même, juste enveloppe pour donner leader France, pour la France, sur la programmation 21-27. Alors vous avez dit 23, effectivement, mais c'est la programmation 21-27, il me semble, c'est 700 millions d'euros. Pour le FEADER, vous savez, pour la France, c'est pour donner des enveloppes un peu et des volets. Pour la France, je sais que pour l'enveloppe PAC, c'est 49 milliards d'euros par an. Donc si on fait un tiers de ça, donc à peu près, quoi, 13... Non. Là, mes maths m'échappent. 3 fois 13. On va dire 13 millions par an. 17. 17. Donc voilà, ça donne un peu une petite idée. Et en plus, à ne pas oublier, c'est que le FEADER peut être complété par des fonds nationaux, donc qui renforcent l'enveloppe selon le choix de l'État membre. Très bien. Quentin, le mot de la fin sur la jeunesse, peut-être, dans votre territoire. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions ou des propositions, des initiatives dans vos territoires que vous avez envie de partager? Ah, monsieur. Présentez-vous. Bonjour, oui. Sébastien Godefroy, je suis directeur aménagement à la région Bretagne. On a oublié de citer les régions, c'est quand même dommage parce que c'est les autorités de gestion. Donc c'est elles qui font le sale boulot pour tout traduire ça sur le terrain. Sale boulot, non, pas sale boulot. Boulot administratif. Travail administratif. Un petit peu compliqué quand même. Mais ma question portait par contre sur la prospective. On a parlé, on est sur 21-27 aujourd'hui. On est déjà en train de commencer à réfléchir sur les futurs programmes. Et il y a pas mal d'inquiétudes, aussi bien sur la fongibilité du programme dans le FEADER que sur le pilotage par l'État. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Merci. Et votre intervention, c'est effectivement l'occasion de rappeler que les régions sont autorités de gestion sur une partie des fonds européens. Oui, tout à fait. Donc effectivement, pour la politique agricole commune, pour la période 2023-2027, pour la France en tout cas, c'est nous, notre contact, la Commission européenne est en contact direct avec l'État, donc le ministère de l'Agriculture. Mais les régions sont responsables d'une partie des mesures sous le FEADER et donc c'est une vraie préoccupation. C'est pas la première fois que j'entends cette préoccupation des relations entre la Commission européenne et les régions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas pour nous c'est vraiment important. Justement, je suis dans l'unité géographique au sein de la DG Agri qui travaille avec chaque région. Donc chaque collègue travaille avec une région. Et pour l'instant, notre idée, c'est vraiment de continuer à avoir ces relations privilégiées. Par exemple, même pour la nouvelle période, parce que sur la période précédente, il y avait des programmes par région. Mais même si c'est centralisé au niveau de l'État aujourd'hui, on garde... l'idée, c'est vraiment de continuer à participer au comité de suivi, donc au niveau régional, et à travers la période, donc vraiment essayer de quand même conserver ces relations. Pour la période suivante, ça, je ne pourrais pas vraiment vous dire. Il y a encore beaucoup de questions, même sur la forme de ce que ça va prendre. Donc ça, je peux que espérer qu'on va conserver des bonnes relations avec les régions. Parce que honnêtement, pour nous, c'est important. C'est aussi un retour de terrain, de savoir concrètement comment ça se passe, la mise en œuvre. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on souhaite garder. Après, c'est aussi le choix national qu'on ne peut pas forcément influencer. Mais voilà. Oui, parce que là, on le rappelle, on est dans la programmation 21-27 et effectivement,
négocie déjà et se discute la programmation post-27, donc 28-34, si on reste sur la programmation pluriannuelle. Et les États, les régions sont en ce moment aussi consultés pour justement faire leurs propositions auprès de la Commission européenne pour qu'est-ce que sera demain la politique régionale et l'ensemble des fonds européens. Et c'est en mai-juin, me semble-t-il, que la Commission doit donner ses premières orientations budgétaires sur le sujet. Juin-juillet peut-être, non? Ah oui, alors pour le cadre financier, effectivement, donc le budget pour la prochaine période, ça sera 8 juin, je pense, a priori. Et va suivre du coup plutôt fin 2025 la proposition de la future politique agricole commune. Enfin, en tout cas, pour la politique que je connais, ça sera le cas. Et donc là, effectivement, ça sera le début d'une négociation avec les différentes, avec les pays, mais aussi le Parlement européen. Donc, oui, voilà. parce que lorsqu'on parle des fonds européens, on parle quand même de 1/3 du budget de l'Union européenne, tiers auquel il faut aussi rajouter la politique agricole commune et la partie FEADER qui permet justement le développement rural. Donc entre la PAC et les fonds européens et la politique régionale, je dirais, on est dans les 2/3 du budget de l'Union européenne. Donc ce sont quand même des deux parties de budget et deux programmes qui sont importants et qui permettent justement d'irriguer l'ensemble des territoires. Et les discussions qui sont nouées en ce moment, on comprend aussi qu'elles peuvent un peu, si ce n'est inquiéter, mais au moins mobiliser et forcément les élus. Quentin, on vous a pris le micro tout à l'heure, pas le mot de la fin, mais un dernier petit mot sur justement la jeunesse dans les territoires ruraux, parce que ça me semble aussi être un sujet un peu essentiel pour faire vivre aussi les territoires. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais il faut y croire, faut rien lâcher. Faut impliquer les jeunes dans les territoires, dans les associations, dans les exécutifs locaux. Peut-être si vous connaissez des élus de moins de 35 ans, il y a également l'association des jeunes élus de France qui porte des projets, qui est dynamique. Donc voilà, faut tous ensemble y aller pour l'Europe des territoires. Très bien, Quentin. Élise, petite commune donc de 4500 habitants, appelée l'Ermitage, où on aime les fonds européens. Oui. Un dernier petit slogan sur le sujet pour que justement vos collègues élus, enfin pas collègues, mais Oui. que les élus puissent aussi se dire moi aussi je vais me lancer dans l'aventure des fonds européens, et c'est assez simple. Eh ben, c'est ça, c'est lancez-vous. Si vous avez un doute, une interrogation, c'est que c'est déjà le premier pas. Donc n'hésitez pas à consulter les centres Europe Direct, vos groupes d'action locale. Si vous souhaitez avoir le retour d'une commune rurale sur les projets de coopération, je pourrais vous fournir mon adresse mail sans aucun problème. Si vous souhaitez qu'on échange ensemble pour avoir un petit retour d'expérience, ce sera avec plaisir, parce que l'Europe, c'est aussi vous. Et tout à fait. Les centres Europe Direct, les sites des régions, il y a des services européens bien évidemment. Là, les sites de la Commission européenne. Et puis aussi, vous pouvez aller sur toute l'Europe. Nous, média en ligne qui fait de la pédagogie sur les questions européennes, où vous trouverez aussi toutes les informations. Et pour ceux qui veulent continuer et nous poser des questions, nous sommes juste à côté ici, sur le stand de la Commission, place de l'Europe. Merci de votre attention et de nos échanges. Merci à nos intervenants.